retour sur ce plateau dans l'émission pour le dernier virage de notre journal. Nous allons maintenant parler, revenir chez nous au Togo pour parler de la vie chère. Oui, qui a terminé. Oui. Ferdinand, est-ce que vous observez ce qui se passe aujourd'hui au Togo, quand nous prenons la ville de Lomé? Comment est-ce que les gens crient dans les marchés, même dans les services administratifs? Comment les gens n'arrivent pas à supporter le quotidien? Non, mais nous sommes des pères de famille. Et donc, chaque semaine, soit nous-mêmes, soit nos épouses vont marcher. Il y a cela, je ne sais pas, une semaine, une semaine. Et j'ai fait un reportage sur la route à Fagna jusqu'à Thiémé. En revenant, je me suis arrêté avec des amis au marché de Vauclin. C'était un vendredi pour de l'avitaillement. On a vu comment est-ce que c'est un peu difficile, les choses sont chères sur le marché. Bon, nous, on est dans les débats, on est aussi dans le concret, parce que nous, il nous arrive d'aller toucher du doigt les réalités. On ne laisse pas seulement cette tâche à nos femmes, non, on y va. Je sais que Joël y va, moi-même j'y vais parfois, et de temps en temps. Donc on touche du doigt les réalités. Et on sait aujourd'hui que tout est cher dans le pays. Tout est cher. Tout est cher aujourd'hui dans le pays. Et jusqu'à présent, personne n'explique la flambée des prix, ce qui est arrivé pour que les prix flambent de façon, je ne sais pas, de cette manière-là. Je sais seulement qu'il n'a pas beaucoup plu ces derniers temps. En faisant le tour dans le Bas-Mono la dernière fois, j'ai vu les plants de maïs, les trucs, les arachides, tout ça qui était totalement grillé. Ils attendaient de la pluie. Si la pluie n'arrive pas, bon, même à cette période-là, même s'il pleut, c'est trop tard, c'est déjà grillé, il n'y aura rien. Oui, les semences sont arrivées à maturation. Voilà, il y a déjà des risques de famine. Et toute cette zone-là, il n'a pas plu. Et, or, vous savez que c'est la partie la plus arrosée du pays, le sud du pays, et tout ça, il n'a pas plu. Mais ça ne saurait seulement justifier ce qui se passe. Nous avons un problème au Togo et ça rejoint la vision dont on vient de parler. Si vous suivez la loi des finances depuis ces 10 dernières années et les projets et les partenaires qui nous ont apporté des dons, le Togo a mobilisé plus de 1000 milliards en moins de 10 ans pour injecter dans l'agriculture. Il y a des projets qui sont nés partout, PASA, PADAT, vous avez entendu plein de projets. Et aujourd'hui, personne ne touche du doigt l'impact de cet investissement-là. À quoi ont servi tous ces milliards qu'on a mobilisés, qu'on a soi-disant injectés dans l'agriculture, pour qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, dans ce pays, les paysans attendent que Dame Nature puisse envoyer la pluie pour qu'ils puissent cultiver. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'on n'a même pas la maîtrise de l'eau. Ça veut dire que s'il ne pleut pas, donc on n'a rien à manger sur notre territoire. Alors que quand vous franchissez la frontière, vous allez au Ghana ici, vous voyez des gens qui ont des techniques qui leur permettent d'aller chercher l'eau dans le sous-sol, d'irriguer les cultures et de cultiver même en pleine saison sèche, en contre les cultures de contre-saison. Au Burkina, même chose. De grands retenues d'eau, on fait des barrages, même dans la saison sèche, on cultive. Conséquence, nous continuons d'être nourris par le Sahel, les tomates, les oignons, le gingembre, les pastèques. On vend aujourd'hui une pastèque à 1000 francs sur le marché. Et ça, c'est la petite. La petite, ouais, la forme la plus petite, 1000 francs sur le marché. Après, on doit laisser. Et donc, le Bénin nous sert les oranges, les ananas. Les ananas. Le Ghana nous envoie les noix de coco, je ne sais pas. Oui, une partie des oranges aussi. Les oranges, le poisson fumé, et tout ça. Et nous, on fait quoi? Mais nous passons tout le temps à danser, à servir des slogans, à dire oui, on investit dans l'agriculture, on est dans l'autosuffisance alimentaire, on est en excédent de production et tout. Mais dans la réalité, c'est la catastrophe. Vous allez dans les villages, c'est la catastrophe. Alors, il faut aborder le problème vraiment à tête reposée et savoir reconnaître que nous sommes véritablement en retard et régler nos problèmes. Moi, je suis fondamentalement contre
tout ce qui encourage la production, qui sert à nourrir, qui sert à l'exportation, à partir du moment où nous-mêmes nous n'arrivons pas à nourrir nos populations. C'est comme l'économie de rente, on n'est jamais sorti dedans. Quand le blanc voulait partir, il nous a laissé les champs de cacao, le café, pour alimenter ces industries. Aujourd'hui, nous ne continuons pas à cultiver le coton, on ajoute le soja, on ajoute tout ce qui prend nos terres, qui prend des espaces. Et on fait de la déforestation et on cultive tout ça pour exporter. Et à la fin de la saison agricole, nous n'avons rien pour nourrir les populations. On va aller chercher maintenant de la nourriture ailleurs. Il faut arrêter d'encourager ces cultures-là et obliger les Togolais, les agriculteurs togolais à cultiver pour nourrir les Togolais. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, voilà. Maintenant, il y a un phénomène. Et c'est là où je reviens encore sur cette histoire de Chinois. Je suis désolé de parler d'eux, mais je suis convaincu qu'eux, ils sont plus dangereux que ceux sur qui nous sommes en train de crier aujourd'hui. Les Chinois ont, depuis 10 ans, ont créé un système en Afrique. C'est de nous fabriquer des motos. Vous savez, dans tous les pays africains aujourd'hui, ces pays sont envahis par les motos chinois. Avec les marques, toutes les marques. Mais qui sont les mêmes motos en fait. Ils trouvent toujours des marques, mais c'est les mêmes motos. Vous ne savez pas si vous comprenez. Et ces motos ont envahi l'Afrique. Ils sont utilisés aujourd'hui par les terroristes pour aller très vite, pour tuer les gens. Mais dans nos villages, dans nos localités les plus reculées, les jeunes ne vont plus travailler les champs. Les jeunes, avec une moto, c'est moins pénible que de travailler 6 mois pour avoir du maïs. Il prend sa moto, il fait le tour, il a 2000 francs avant la tombée de la nuit. Ils viennent à Lomé, vous les voyez dans les stations-service, ils dorment à la Belle Étoile. Ils quittent Davier, Thiévier, Notier, un peu partout, Vaughan, ils viennent à Lomé, ils laissent les champs, ils désertent les champs et ils viennent faire du zémidjan dans la capitale. Pendant ce temps, le Chinois qui nous a vendu la moto, il a aussi créé la société Olé et toutes les autres sociétés qu'on crée aujourd'hui pour exploiter cette main d'œuvre, ces bras valides là pour leur conduire les motos. Et eux, chaque fin du mois, ils rapatrient l'argent en Chine. Tous ceux qui conduisent Olé aujourd'hui à Lomé, ils versent 2000 francs par jour à ce Chinois qui a amené les motos, qui a mis les compteurs. Et ces jeunes qui font tellement d'accidents, vous allez remarquer que ceux qui font aujourd'hui tellement d'accidents dans la circulation, c'est les gens qui pilotent les motos Olé. Et quand vous allez au CHU, dans nos hôpitaux, services traumatologie, vous voyez plein de jeunes qui sont là, les bras, les pieds cassés, parce qu'ils ont fait les accidents. Et vous savez aujourd'hui, quand vous faites un accident, quand vous avez un pied cassé, il faut rester pendant 6 mois à la maison pour la rééducation. Pourtant, il y a le permis moto. Hein. Ouais. Il faut dépenser au moins. L'État prend l'argent pour le permis moto. Il faut dépenser au moins 2 millions pour soigner votre pied. Et donc, le Chinois qui a organisé tout ce système-là, il part maintenant dans les villages acheter les terres. Que les jeunes ont laissé. Que les jeunes ont laissé. Pour venir faire Zémidjan. Oui. Ils partent maintenant dans le village, les Chinois vont dans les villages, ils achètent des centaines d'hectares de terres. Certains, ils font de l'exploitation de carrières, comment vous appelez ça, les terres sur lesquelles il y a des carrières, des roches. Ils exploitent les roches pour nous vendre les graviers. Ils détruisent la nature et ils envoient l'argent en Chine. Là où il n'y a pas les roches, ils se promènent, ils cherchent les pépites d'or, tout ça, ils ont des machines pour explorer les terres. Vous avez vu ces Chinois que les gens de Liberté ont dénoncé qui exploitaient les carrières clandestines d'or à Sokolé là. Voilà. Et donc, ils sont versés, si je peux parler le français de rue, ils sont versés dans nos villages, pendant que nos jeunes dans les villages sont dans la capitale en train de chercher une vie meilleure en faisant du Zémidjan. Voilà ce système-là qu'il faut déconstruire. Voilà ce système de Chinois qu'il faut déconstruire. Et déconstruire ce système signifie qu'il faut arrêter d'importer les motos chinois. Nous pouvons rebâtir nos villes en faisant des villes modernes, en éliminant progressivement les motos au profit des transports en commun, des voitures, des trains. Parce que c'est une économie qu'on a tuée là. Oui, c'est une ça. économie qu'on a tuée. Parce que tous ces jeunes qui conduisent les motos là, la plupart se retrouvent dans les hôpitaux, hein, ils deviennent invalides. Ils deviennent invalides à plusieurs, je sais pas, à plusieurs degrés. Parce que même s'ils ne font pas d'accident, à force de conduire la moto, leur organisme prend un coup, ils deviennent totalement des malades ambulants, invalides, il y a la pollution, tout ça. Mais si vous avez le malheur de faire un accident, vous prenez au moins 1 an à la maison, vous êtes totalement invalide.
Personne ne vous soutient parce que le travail que vous faites, ce n'est pas assuré. Et ça, c'est le Chinois qui organise ça en Afrique. Mais ce sont les Africains qui sont derrière l'importation des motos. Mais justement. Ce sont les Africains, les barons qui tiennent les régimes, qui donnent l'argent qu'ils ont foulé dans les caisses de l'État à des individus qui importent les motos. Donc, tout ce phénomène que vous voyez là a des incidences sur la production agricole. Les gens n'ont pas le courage de le dire, mais c'est la réalité. Parce que les vieux sont seulement restés au village. Ce ne sont plus des bras valides. Vous arrivez dans les villages, on dit que les jeunes sont partis. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans la capitale? Il faut encourager l'entrepreneuriat agricole. Vous le faites comment? Vous le faites comment? Vous encouragez comment l'entrepreneuriat agricole quand tous les jeunes ont déserté les villages pour faire les taxis moto en ville? Donc, voilà les problèmes auxquels nous faisons face. Et donc, aujourd'hui, quand on voit que la vie est chère, cela a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Sans oublier toutes les taxes qu'on a inventées ces derniers temps. Péage, taxes sur véhicules à moteur, et tout et tout. J'ai bien dit que Lomé n'a pas besoin d'avoir des péages qui enserrent la capitale. On n'a pas besoin d'avoir des péages qui bloquent la capitale. Parce que celui qui je sais pas, Balimé pour arriver à Lomé, il ne doit pas être bloqué par un péage à Mwepé ou un péage à Gualéba-Sito. Celui qui vient de Vaughan, il n'a pas besoin d'être bloqué par un péage à Abobo. Ça n'a pas de sens. Il faut dégager ces péages-là, les envoyer loin de la ville et diminuer les prix de péage. Parce que il y a eu un phénomène qui s'est développé depuis quelques jours, depuis qu'on a dit que les motos doivent payer le péage. Si vous avez l'habitude de prendre du Zémilion, si le Zémilion veut traverser le péage, il vous dit le prix plus le prix du péage. Il vous dit que ce n'est pas lui qui va payer le péage. C'est-à-dire que c'est 100 francs. Bon, je vais à Zanguera. Il dit, je dois dépasser le péage de Zanguera. Il dit, bon, c'est 300 normalement le prix. Mais je mets le prix du péage. Ça fait les 200. Parce que il travaille 100 francs. S'il revient, il n'est pas sûr qu'il va trouver quelqu'un pour revenir. Donc vous payez le péage aller-retour pour lui. Ça devient 600. S'il prend une marchandise, il répercute le prix sur la marchandise. Quand on met les véhicules, si vous faites un parcours Lomé 5AC, vous remarquerez que un véhicule Titan qui ramène des vivres à Lomé, il traverse au moins 5 ou 6 péages. Oh oui. Il paie au moins 60 000 francs. Sans oublier les raquettes de tous les mange-mille qui sont sur les routes, les checkpoints où les gens donnent de l'argent. Il arrive à Lomé, il dépasse 100 000 francs. Il répercute ça sur le maïs qu'il a amené ou l'haricot qu'il a amené et ça se répercute dans les marchés. Donc l'État a l'obligation d'arrêter toute cette spirale-là qui plombe les gens. C'est vrai qu'eux, ils ne sentent rien parce qu'ils sont dans leur quartier sécurisé de caisse, Lomé 2, cité OUA. Maintenant, on leur construit une belle cité aussi derrière cité de Renaissance. Ils vivent bien, ils ont le champagne, ils ont le caviar. Ils ne savent pas ce qui se passe dans les marchés. Ils ne savent pas comment les gens ont des difficultés à manger une seule fois par jour. C'est difficile pour les gens aujourd'hui de manger une seule fois par jour au Togo. Et on n'a pas besoin d'avoir un pays comme ça. Et donc, je pense que quand ils sont dans leur bulle là, ils doivent descendre un peu pour comprendre ce qui se passe parce que à la où vont les choses, dans quelques jours, si vraiment les prix ne baissent pas, une tension va monter dans le pays. Oui. Oui, oui, je peux rebondir. Non, Ferdinand a bien chuté. C'est peut-être cette bulle qu'ils craignent et ils sont allés nous servir ce que je dirais, ce que je qualifierais de provocation, de désinvolture, parce que c'est sur ce plateau qu'on a critiqué le prédécesseur du ministre actuel. Bataka qui agriculture. Voilà. Au lieu de travailler, au lieu de changer, de travailler pour que le prix du panier, enfin le plat, qu'on sente le résultat dans le plat du Togolais, il a fait du bruit, a fait des télétons où il n'a jamais rendu compte, mais on a l'impression que celui qui l'a remplacé, il est silencieux, mais il n'est pas si différent. Parce que je ne comprends pas qu'un conseil des ministres, pendant que le prix du bol est à 1000 francs sur le marché, on nous dit au conseil des ministres qu'on a un excédent. On a un excédent céréalier. Le prix du bol du maïs est à 1000 francs. L'haricot oscille entre 2000 et 2400. Et on nous dit au conseil des ministres qu'on a un excédent céréalier, qu'on a même exporté. Et tout le monde acquiesce. Personne n'a dit, mais monsieur le ministre, est-ce que vous êtes sincère? Parce que ces messieurs aussi vont sur le même marché que nous. On vend une banane à 100 francs l'unité.
Ils vont sur le même marché. Banane à 100 francs l'unité. 100 francs l'unité. Ouais, Joël. Pendant que la mangue, tu le payes à 300, 400. Et les tomates là, on met 5 ans, on dit ça fait 500. Donc ça fait 100 francs. Alors, il y a un seul problème. Quand on fait une telle communication au Conseil des ministres et le chef de l'État ne nous l'interpelle pas, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur vit où? Le bol de maïs, ils vont le payer au supermarché, champion, en face de la caisse ou comment? Ouais, puisqu'ils ont créé leur propre supermarché là-bas. Oui, ils ont créé leur propre supermarché. Ils peuvent pas aller trop loin. Oui, ils peuvent aller trop loin. Ils ont un poids à l'intérieur, ils ont un champion à côté. Ils ont leur pizzeria, tout ouais, tout ça dedans. Vous voyez la condescendance, et c'est dans la semaine qui suit, ça y est, sorti de ce conseil des ministres, l'ANZAC sont communiqués. Vous dire non, vu la flambée des prix, vous voyez l'incohérence à la gouvernance. Vu la flambée des prix, nous mettons sur le marché notre produit. Et ça revient à combien? Ce que ANZAC vend, le bol revient à 600, 650, voire 700. Hein? Si le bol revient à 600, à côté du prix qui est aussi entre 800 et 1000 francs, quelle est la différence? Ce qui fait que l'inflation est toujours là. C'est-à-dire qu'à ce jour, le prix du maïs, le prix du bol du maïs est toujours cher. Et voilà comment on nous gouverne. Et au même moment, on lance l'entreprise où on veut encourager la culture du soja, du coton, etc. De la effectivement. Or, comme Ferdinand l'a dit, c'est plus de 1000 milliards. Ouais. Et Peniassa, non? Oui, c'est ça. Oui, Peniassa. C'était 200 milliards. Ouais. Et sur 5 ans, enfin 200 milliards sur 5, ça fait 1000 milliards. Après, Pazat, quoi, il y a la seconde version qui a été reconduite en temps. Ouais. Non, Pazat, on a ajouté quelque chose aussi. Et Peniassa, non. Prime de Peniassa 2, où on a encore aligné les milliards. Et tout ça est passé où? Les chefs des projets étaient dans les 4-4. Oui, ils passaient plus le temps dans les 4-4. On passait plus le temps à aligner les stagiaires. À se disputer, c'est-à-dire le lot de stagiaires que tu vas engager, des secrétaires particuliers. Oui, je vois ça. Que tu vas engager. On va en séminaire avec la stagiaire à Balimé. Oh oui, c'est elle, l'ordre de mission. Alors. Excuse-moi. Pendant que, rien que les voies d'accès, parce que quand nous parlons de la cherté des produits, il faut parler aussi de l'accès. Ouais. Il faut parler aussi de l'accès. Ouais. Toutes les difficultés que les gens ont. C'est vrai, dans les plateaux aujourd'hui, on a fait l'axe Badou, en fait, qui descend de la montagne de Kuno ou les mois à Koso pour venir en ville. Mais ce que tu payes au péage, les difficultés d'accès pour aller au champ. On n'a rien aménagé. Raison pour laquelle il faut développer aujourd'hui les voies ferrées. Ouais. Les voies ferrées qui coûtent moins cher, mais qui desservent plus. Alors, ça transporte beaucoup et ça dessert plus facilement. Parce que comme vous voyez le canal, enfin le circuit que les Allemands nous ont légué, ça débouche sur des marchés. Ouais, exactement. Ça débouche directement sur des marchés. Alors tout ça, on ne fait rien sur ça. Et bon, nous parlons de pays émergents. Pendant que le Togolais n'arrive pas à manger à sa faim. Joël, Adaï, qui est une zone de grande intensité agricole, depuis que les histoires de café cacao ont fait faillite, parce qu'en fait, les routes qui ont été aménagées dans cette zone-là, jusqu'à la frontière du Canada, c'était pour évacuer les produits café, cacao, plantain, tout ça, parce que Palémé étant une base beaucoup plus en dessous, voilà, et dans la plaine, on ramenait les tueurs. Depuis que cette histoire de café cacao là, ça a fait faillite là, aucune de ces routes là n'a jamais été réhabilitée. Si vous allez à Taï et vous prenez toutes les routes de Taï, vous allez soit vers comment ils s'appellent, vers la frontière Ikpa ou de l'autre côté Lavagnon, tout ça là. Les routes sont dans un état catastrophique. Oui, mais déjà quand il y a même plus de goudron. À partir de Tikor. Ouais. À partir de Tikor. Voilà. Il y a même plus de goudron. Mais à partir de ce moment, dans quelles conditions le paysan évacue les produits et vers les centres-villes? Avec quelle route? Dans quel état? Avec tous les risques. Vous allez dans les localités les plus éloignées, Nangbetou, tout ça. Vous allez la route Notier,
notre Agou. Notre Agou. Oh, oui. On a promis goudronner depuis des années. Vous avez pris la route Agou, frontière Ghana. Vous prenez la route Palimé, Wame, frontière du Ghana. Ces routes-là n'existent plus. Oui, mais dans quelles conditions tu as fait tout à l'heure tout récemment le Bamono. Oui, oui. À Pagna. Tout à fait. À Pagna jusqu'à Mégra. Ces routes n'existent plus. Alors, comment on évacue les produits vivriers vers les villes où on vient vendre? Donc naturellement, il y a un incident sur les prix. Parce que le chauffeur qui vient, il ne fait pas du bénévolat aux paysans. Et entre-temps, il rencontre les militaires en route, 200, 300, 500 par ici. Il répercute tout ça sur, à la fin, le produit final. Et donc, comme Joël vient de le dire, le Togo est quand même un si petit pays. Vous savez que les rails allemands n'existent plus. Les gens ont tout coupé pour vendre Gako Couplé. Oui, ils ont tout coupé. Vous n'allez même plus retrouver les traces des rails. Peut-être à Lomé, vous envoyez encore. Vous allez vers Badjala. Il y a plus. Si on vous dit que les rails sont passés, si vous allez plus retrouver les rails. En fait, ils ont tout coupé. La seule trace que tu vois, c'est la dune. Oui, les montées, les monticules. Voilà, les monticules qu'on a. C'est coupé. Or, nous avons une opportunité historique avec ces rails-là. Vous voyez que ce que le Ghana est en train de faire, de développer les rails. Nous avons une opportunité pour développer ces rails-là pour plusieurs raisons. Par exemple, pour la capitale de Lomé. Si on suit seulement le circuit allemand que on nous a laissé dans la capitale Lomé, là, on peut mettre des tramways à Lomé pour décongestionner la circulation. Je prends un exemple. Vous quittez depuis TP3 là, vous avez un train qui vous amène jusqu'à Kouassi. Parce qu'il y a un circuit qui est là. Vous avez un autre train qui vous amène jusqu'à Pogan. Vous avez un autre train qui vous amène jusqu'à Togrekopé. Et vous mettez une gare, vous mettez des gares de part et d'autre où les bus viennent récupérer les gens et le circuit continue. Et parlons des marchés. Exactement. C'est-à-dire que quand tu prends le train, il y a un circuit qui t'amène au marché. Exactement. De combien qui t'amène au marché. La Gaulle à l'Europe qui t'amène. Exactement. C'est-à-dire. Et donc, à partir maintenant de ce point-là, vous développez les rails jusqu'à l'intérieur du pays pour ramener les marchandises qui pèsent lourd et qui font que les véhicules titans pèsent sur les routes et dégradent les routes. Parce que plus vous utilisez les rails, plus vous protégez les routes qui reviennent excessivement chères. Oui, mais qui reviennent excessivement chères. Or, l'entretien des rails ne coûte pas autant. Exactement que les routes. Vous voyez. Et donc, quand vous prenez tout ça là, vous voyez que les gens n'ont aucune vision. Les gens n'ont pas de vision. Bon, peut-être il n'y a pas de volonté. Les gens, c'est la volonté qui nourrit la vision. Les gens ont la volonté qui nourrit. Quand tu n'as pas la volonté, mais tu refuses de réfléchir. Les gens ont tellement de slogans. C'est pour ça que parfois, quand on critique, on est sévère envers le pouvoir actuel, les gens disent oui, que non, on exagère. Mais on exagère, mais c'est avec des éléments probants. Comment se fait-il que, par exemple, en 16 ans de pouvoir, je dis bien 16 ans de pouvoir, Faure Gnassingbé, qui est président du Togo, mal élu, bien élu, je ne sais quoi, mais il est là. Depuis 16 ans, il a accepté. Depuis 16 ans, il a une fonction et il n'a pas été capable, par exemple, de refaire le boulevard Gnassingbé Yadema, de la Colombe au GTA. Oui, mais on a... Sur des normes modernes. On l'a réparé. Non, sur des normes modernes. C'est la route que lui-même il prend. On l'a réparé. C'est la route que lui-même il prend. Pour refaire ce boulevard-là, depuis 16 ans, on a juste colmaté. On n'a pas été capable de refaire cette route de façon moderne, à l'agrandir, à dégager toutes les ordures qui sont tout autour de la route là, jusqu'au GTA, où vous avez un carrefour qui vous conduit à la présidence. Vous voyez la route de GTA qui va à la présidence, il n'y a pas de caniveau. On a fait la route comme Joël et moi on peut faire une route, c'est-à-dire qu'on a mis du sable et puis on a versé le goudron pour aller à la présidence. C'est la route qui conduit à la présidence. Tu exagères. Je n'exagère pas. On a versé le sable, on a tamisé, on a mis le gravier et on a mis le goudron. C'est ce qu'ils ont fait sur la route de CB. Et elle est décapée aujourd'hui. Parce qu'une route qui conduit à la présidence suppose qu'elle doit être la plus aménagée de la capitale. Quand il pleut là, vous avez fait passer sur cette route là, on l'a colmaté plusieurs fois devant la présidence là. On a amené une entreprise française, c'est pas Haïfa, quelque chose comme ça, pour faire des rigoles pour sortir de la présidence et jeter l'eau de l'autre côté. Ouais, vous avez vu ça, non? Voilà, c'est la route qui mène à la présidence. Et donc, parfois, on est obligé d'être sévère. Parce
que nous avons envie de voir du beau dans notre pays. Nous avons envie de voir des choses dans notre pays qui montrent que... Est-ce que la sévérité en soi... Ceux qui ont la responsabilité... Est-ce que la sévérité en soi, c'est un mauvais mot? Non. La sévérité est différente, n'a rien à voir avec la méchanceté. Non. L'opposé de la sévérité, ça dit que l'extrême sévérité, c'est la méchanceté. Non. Quand on est sévère, c'est parce qu'on veut que ça soit bien. Comment est-ce qu'à 200 mètres de la présidence, Ouais. on a... Il y a Agbalpédo la piste. Oui, la piste Agbalpédo là-bas. Là où ils appellent le tour là. Ça c'est à 200 mètres de la présidence. Ça, c'est à 200 mètres de la présidence. Et on ne se gêne même pas. Personne. À l'assainir. C'est ça. Et chaque année, le même phénomène revient. à 100 mètres, quand tu es à 100 mètres, il y a une bouteille de bière qu'on... Bon, laisse la bouteille de bière. Laisse la bouteille de bière. Mais vous voyez, les symboles, ça symbolise l'esprit qui nous gouverne. Vous voyez toutes les saletés. Excusez-moi, hein. Vous voyez toutes les saletés qui sont autour de GTA là-bas. Côté Agbalpédo, nous sommes à 150 mètres de la présidence. Soyons sérieux, hein. Nous sommes à 150 mètres de la présidence. Si la route d'Agbalpédo, celle qui s'est arrêtée à la station d'Agbalpédo, celle qu'on a goudronnée en venant là, et ça s'est arrêté au pavé là, et ils ont bouffé le reste de l'argent. Parce que le goudron devait venir jusqu'au GTA. Et donc, on devait dégager toutes les saletés qui sont tout autour là, depuis la station d'Agbalpédo jusqu'au GTA. Mais ils ont bouffé l'argent de cette portion. Et on a rétréci l'emprise de la part. Et ils ont laissé les rails. Non, ils ont laissé les pavés. Les pavés que le génie militaire a pris 5 ans ou 10 ans pour faire. Depuis le temps du colonel Karka, je ne sais pas quoi, il garait les machines là-bas sans avancer jamais. C'est le seul exploit du génie militaire. À Lomé, on était petits, on était... C'est pas on faisait ça, on mettait les pavés. On n'a jamais réussi ces pavés. N'aime pas ça. Hein. Ouais. Non, on dit la vérité. Et donc, on devait dégager tout ça là, prolonger le goudron jusqu'au GTA, dégager toutes les ordures, les saletés qui sont derrière les stations d'essence là, dégager tout ça et prolonger le goudron jusqu'à la présidence. Et quand tu viens à Lomé là, et on te dit que tu vas à la présidence là, c'est que la voie qui quitte la Colombe, celle qui quitte chez Agbalpédo là, il y a une jonction au GTA et on continue de faire la route jusqu'à la sortie d'Agoé. Et les gens diront, Lomé quand même présente quand même plus ou moins un bon visage. Enfin. Mais ça n'a pas été fait. Donc on n'est pas sévère en le disant. Nous voulons quand même que notre pays ressemble à quelque chose. Et quand des gens viennent, tu es fier de les amener, de les promener pour dire, ah, quand même on a fait quelques efforts. Mais vous ne pouvez pas faire les efforts en laissant des îlots de saleté. Des îlots de saleté entre les efforts. Je ne sais pas si vous voyez. L'espace qui est entre la station d'Agbalpédo et le tour de GTA là, ça ressemble à quoi? C'est une île de saleté. C'est entretenu. Oui, entretenu. Et nous sommes à 150 mètres de la présidence. Quand je le dis avec beaucoup de peine parce que je ne pense pas que ceux qui dirigent notre pays n'aiment pas le beau. Je suis convaincu qu'ils aiment le beau. S'ils aiment le beau, ils doivent gouverner en donnant une image d'un pays qui évolue vers le beau. Parce que les routes sont faites pour changer le visage d'une ville. On ne fait pas les routes pour que la ville continue de garder son visage de saleté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est un appel qu'on leur lance. Et pour que ces travaux-là, ce n'est pas moi, Ferdinand, qui vont les donner. Ils ont leurs propres entreprises. Si demain ils ont de l'argent pour faire ces routes-là, ils vont donner ça à leurs amis. Ce n'est pas à moi. Mais moi, je plaide pour qu'on puisse changer ce visage-là de la capitale. Il n'y a pas longtemps, quand il pleut là, on allait prendre les images là-bas pour dénoncer. Mais depuis la saison sèche là, on n'a rien fait. Quand il va pleuvoir encore là, il y a une maison qui prend, je sais pas, qui prend une plateforme là quand il pleut là. Il y a une petite maison qui est souvent envahie là par l'eau. Et les habitants prennent une plateforme là. C'est comme un radeau pour traverser le pan d'eau pour aller dans leur chambre et revenir vers le goudron. Dès qu'il va encore pleuvoir dans quelques jours, vous allez voir que le radeau va encore ressortir. Et nous sommes... Même le pavé est inondé. Oui, le pavé est inondé. Ce n'est pas normal. Donc, on ne le dit pas par... On entretient. Il n'y a aucune méchanceté dans ce qu'on dit. Nous voulons juste que des gens qui ont la responsabilité de diriger le pays travaillent. Je ne sais pas si vous voyez, on ne travaille pas suffisamment au Togo. On ne travaille pas. Les dirigeants ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Il faut avoir le courage de le dire. Et le plus qu'on doit faire, c'est mailler de détournement. Les détournements prennent le dessus, les surfacturations. Et donc, tout ça aujourd'hui fait qu'on a une capitale qui est mal organisée. Et on fait quelques routes, mais après, quand il pleut,
tout le reste de la ville est inondé. Les gens vont dans la boue, passent dans la boue pour rentrer dans leur maison avec des voitures qui ont de la peine à résister. Donc c'est notre devoir en tant que journaliste d'interpeller les autorités. Et donc c'est ce travail-là que nous faisons. Joël a l'habitude de dire c'est une consultation gratuite. Nous n'avons pas... oui, nous le faisons pour le bien de notre pays. C'est tout. Tu vois. Donc, merci beaucoup Ferdinand. Oui, de la vie chère, la population crie, mais il faut relancer aussi les activités économiques parce qu'on voit aujourd'hui que la situation sanitaire, ça se stabilise un peu. Mais les frontières sont toujours fermées, l'état d'urgence sanitaire est toujours là. Ben, Joël. Oui, mais la première des choses, c'est de souhaiter que le 16 septembre prochain, qu'on ne reconduise plus l'état d'urgence sanitaire parce que les éléments de la reconduite ne sont pas là. Et si on le reconduit, ils donneront entièrement raison à cette critique de récupération politique qu'on fait de cette gestion politique. Voilà, la gestion politique qu'on fait de cette pandémie. Mais ça ne nous étonnerait pas qu'on reconduise parce que ça arrange beaucoup, ça arrange d'autres. Il faut qu'on soit... Oui, mais le politique, il a ses raisons. On ne va pas rentrer dedans. Mais ce qui s'impose aujourd'hui, c'est la réouverture des frontières terrestres. La réouverture des frontières terrestres, ça s'impose. Je rappelle que le Bénin n'a jamais fermé ses frontières. Ouais, voilà. Le Bénin, par exemple, n'a jamais fermé ses frontières. Et le Bénin n'a pas eu plus de cas que nous. Le Bénin n'a jamais fermé ses frontières. Le Bénin n'a jamais C'est le Togo qui a fermé ses frontières. Plus de cas que nous. Donc il faut, sérieusement, il faut savoir qu'on roule parce qu'on a l'impression que même la vie chère qui est là aujourd'hui est entretenue. Parce que depuis un temps, ce qu'on ne remarque pas aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a les femmes de ces barons-là qui sont rentrés dans le commerce pendant que vous n'êtes pas, ça dit que vous n'êtes pas de, comme Talon le dit, vous n'êtes pas des héritiers, vous n'êtes pas des spécialistes. Vous n'êtes pas des spécialistes du commerce. Il y a les femmes, ça dit qu'une fois que ton mari est nommé ministre, etc., tu rentres dans le commerce, surtout dans ce Covid-là, les gens ont vendu tellement de cache-nez. C'est eux qui ont le plus vendu à l'État. C'est eux qui ont le plus vendu à l'État. Tout ce que l'État a pu acheter comme cache-nez, c'est les femmes des ministres, les femmes des barons qui ont le plus vendu. On a vu des maîtresses commander des respirateurs qui se sont réveillés. Des apnées. Et voilà, qui sont réveillés des apnées, etc. Apnées de sommeil. Il faut qu'on laisse le commerce aux commerçants, qu'on arrête d'asphyxier le business et ouvrir les frontières, réduire par exemple avec la baisse de taux de contamination, alléger arrêter d'asphyxier les transports, les chauffeurs, ceux qui sont dans les transports de bus, les chauffeurs de bus, etc. Il faut arrêter de les asphyxier parce que l'incidence c'est toujours sur le dernier maillon de la chaîne. Le pauvre consommateur, c'est lui qui paye. On a parlé tantôt des frais de péage. Le Zémilien qui veut te payer dit mais tu payes le péage. Parce que c'est toi qui me fais traverser le péage. Ouais, donc c'est toujours sur le dernier maillon que ça retombe. Donc il faut que vraiment qu'on déverrouille la situation et permettre aux Togolais de respirer le temps de, même si on doit reconduire cet état d'urgence sanitaire en septembre, qu'on allège sérieusement du moins l'étouffement économique pour permettre aux gens de passer mieux les fêtes de fin d'année et mieux que ce qu'ils ont connu l'année dernière. Oui. Nous sommes déjà des pays assez fragiles. Fragiles pour plusieurs raisons. La mauvaise gestion, les détournements, l'enrichissement illicite font que l'État perd énormément d'argent. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Nous sommes obligés d'aller demander au club de Paris, de je ne sais quoi, de l'argent pour relancer nos économies. Il y a une balance commerciale déficitaire. Voilà, pour relancer nos économies. Normal. Nous sommes suffisamment endettés, sinon surendettés. Et donc, le peu d'argent qu'on a, les dirigeants mettent la main dessus. Ils gardent ça chez eux. Et donc, il n'y a pas de moyens pour relancer les entreprises. Je ne sais pas si vous voyez. Or, c'est les entreprises qui créent la richesse. Dans ces conditions, lorsque vous maintenez pendant longtemps les mesures de coercition qu'on est en train de voir là, et qui tuent les petites économies, les business du soir, les petits bars, les restaurants, tout ça là, où les gens ne peuvent pas aller se regrouper, vous êtes en train de bloquer la circulation de l'argent dans le pays. Parce que tous ceux qui sont là depuis les dernières décisions, où on a fermé les bars, on a fermé les tout ça là, tous ces gens-là sont au chômage technique. C'est clair. Un
mois sans salaire, 2 mois sans salaire, l'incidence est tout de suite. Donc vous n'avez pas d'argent, la consommation baisse parce que le pouvoir d'achat a baissé. Donc, puisque nous sommes dans une période de stagnation et que on est bloqué, le tableau est bloqué à 125 morts depuis plus de 1 mois, et que les spécialistes eux-mêmes, ceux qui ont la gestion de la chose, viennent sur les radios dire bon, le nombre de contaminés a diminué au CHR, il n'y a plus tellement de gens, il faut maintenant alléger les mesures pour que l'économie reprenne. Mais il faut aussi que l'État puisse faire l'évaluation des choses et injecte de l'argent pour accompagner le secteur privé. Parce qu'il y a tellement eu de licenciements, il y a tellement eu de chômage technique, il y a tellement eu de gens qui ont perdu leur emploi qu'il faut relancer la machine de production et de consommation. Et donc, c'est leur responsabilité. Mais le plus urgent, c'est de desserrer les taux pour que les activités les plus simples reprennent, pour que ceux qui font, comme on dit dans notre langage, one two, puissent survivre le soir à leurs difficultés. Comme on venait de le dire, c'est difficile pour les gens de manger chaque soir ou de manger dans la journée. Il faut quand même il faut débloquer les taux pour que les gens commencent par souffler un peu. Et ça, il faut le faire vite. Parce que il faut ouvrir les frontières. On a des amis dans la microfinance qui nous disent que, écoutez, nos chiffres ont énormément baissé. Oui, il y a beaucoup de débiteurs, nos clients viennent de part et d'autre des frontières. Et il y a des microfinances, pas les moindres, les plus puissants, qui ont des difficultés, qui ont vu les conséquences directes sur leur tableau. Et donc, il faut ouvrir les frontières pour que la circulation de marchandises et de personnes soit vraiment fluide et que les gens commencent pas vraiment acheter, vendre pour lancer la machine. Mais on ne sait pas quelles sont les priorités des gouvernants. Peut-être qu'au Togo, tout est politique. Depuis 1 an, on fait une gestion politique de la Covid. Toutes les mesures qu'on prend, c'est politique. On étouffe les gens, on interdit les manifestations. Maintenant, comme on est là, il y a quand même une évidence. Tu vois de moins en moins de gens qui portent cache-nez. Les gens maintenant commencent pas à s'en foutre, parce que les gens se disent mais bon. Et les vendeurs aussi ont arrêté parce que le prix a tellement baissé qu'il n'y a plus d'intérêt. Maintenant on vend cache-nez à 25 francs, je crois, non? Ouais, mais les gens, donc le business occasionnel est en train de prendre fin. Donc les femmes des marins vont de 100%. Et donc je pense qu'on est en train d'aller vers plus ou moins, je ne dirais pas la fin, mais le Covid est en train de partir. C'est la même tendance un peu partout dans le monde, est en train de partir. Maintenant, il faut retrouver les habitudes, tout en restant toujours prudent, tout en prenant quand même quelques mesures. Mais il faut que l'État relance la machine pour que les entreprises, les sociétés, les gens, et les secteurs qui ont été les plus affectés, il faut les soutenir. Le secteur de l'hôtellerie, la restauration, je sais pas, la production, et ce secteur-là, je pense que c'est un secteur aussi un peu organisé. Oui, le secteur culturel aussi. Oui, le secteur culturel. Il faut leur trouver un peu d'argent pour booster leurs activités, pour que l'économie revienne à un niveau donné, quoi. Vous avez vu en France, là, tout le monde est content de sortir, d'aller sur les terrasses, de prendre le café, de la bière et tout ça. Et Bruno Le Maire, que je suivais avant-hier, a donné rapidement les chiffres sur l'incidence que ce relâchement a sur l'économie française. C'est ça la différence entre les Blancs et nous. Au Togo, quand vous avez demandé au ministre de l'économie de vous donner des éléments précis sur l'incidence d'une décision qu'il prend, il va commencer par vous raconter sa vie. Ou soit il dira qu'il n'y a rien. Vous voyez. Et donc, on est dans une gestion, je ne dirais même pas approximative, une gestion à vue. Et c'est ça même le terme. C'est un pilotage à vue, c'est ça que je cherchais, de la chose, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien dommage, mais voilà. Je pense qu'il faut relancer la machine. Merci beaucoup, messieurs. Mais puisque nous sommes dans le social, je voudrais vous poser cette petite question, mais on va parler 2 minutes. Cette semaine, la semaine dernière, on a appris dans une ville ou dans un village, un bâtiment scolaire qui s'est effondré sur les élèves, et dans la décision du ministre, le ministre demande au chef d'établissement de laisser les enfants lorsque la pluie vient.
C'est ça, de laisser les enfants aller à la maison lorsque la pluie se forme. C'est ça la solution qu'on peut trouver au bâtiment scolaire. Oui, mais quand tu n'as pas, quand il n'y a pas de, quand tu es dans la gestion à vue, il n'y a que des solutions expéditives. Voilà. Ça, c'est l'une des solutions expéditives. Et parce que, mais où sont passés, est-ce qu'on n'a jamais fait l'évaluation des projets péri 1, péri 2, etc. Est-ce qu'on n'a jamais demandé, est-ce qu'on n'a jamais fait l'évaluation des nombres de salles de classe objectifs qu'on a fixé à ces différents ministères, le ministère de développement à la base, le ministère de l'infrastructure qui a son lot de salles de classe à construire. Il y a, c'est vrai que c'est éparpillé. Quand tu vois dans les portefeuilles des ministères, ils ont quelque chose à faire pour... Même la présidence. Même la présidence. Il y a des projets logés là-bas qui doivent conduire des salles de classe qui, normalement, si tout cela était bien exécuté, on aurait au moins répondu ne serait-ce qu'à 50-60% de la demande. Or, quand tu sors de Lomé, pas rien que dans la préfecture de la ville. Même à Lomé. Merci beaucoup, c'est vrai, même à Lomé. Tu vas dans la commune Golf Sex. Ouais, même à Lomé. Vous avez vu les Ivoiriens qui ont fait le tour de la c'est à Sagbado, etc. Vous voyez, Adijolé justement, Adijolé, l'école à Flaou, Gakli. Vous voyez dans quelles conditions les gens fréquentent. Mais ça veut dire que quand nous parlons de la création de nouveaux citoyens, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Le problème de Césaro, le 31 mars, dans notre parution du 31 mars fraternité, on avait tiré sur la sonnette d'alarme, disant parce que, à la lumière de ce qu'on a connu à Nié, quand les pluies ont commencé, après les pluies ont commencé, qu'il y a eu deux décès, il y a eu 2 autres décès également, toujours dans la même région, on a tiré sur la sonnette d'alarme pour dire, mais prenez rapidement les dispositions pour que, au moins sauver des vies, qu'on ne perde plus des vies des élèves meurent parce qu'ils sont allés s'instruire. Il faut qu'on arrête avec cette vilaine pratique où l'élève se déplace selon la position du soleil. Oui. Dans la classe. Bien sûr, ceux qui sont sous les arbres. Mais tu l'as connu, tu l'as pas connu. On tire le bas selon que le soleil arrive. On déplace le bas. On est pas à la fois le banc, le tableau, le même monsieur déplace selon. Il faut, soyons sérieux. Il faut, 60 après les indépendances, ou 60 combien, je ne sais même plus. Il faut que nos écoles cessent d'être des porcheries. Il faut que nos écoles cessent d'être des lieux où les enfants sont à risque. Quand vous visitez, vous faites le tour des écoles à Lomé, des établissements scolaires. Regardez les bâtiments. Regardez ce qu'on appelle les claustras. Regardez les bancs. Regardez les salles. Le ciment qu'on a mis dans les salles de classe. Et comparez ça à des porcheries. Vous verrez comment ça se passe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, on ne puisse pas avoir des écoles modernes. Quand vous rentrez dans l'établissement scolaire, les bâtiments sont modernes, les classes sont modernes, il y a l'électricité, dans les salles, on voit que le ciment est bien posé, les bancs sont bien clairs. C'est ce que j'appelle le beau. Je reviens toujours sur ça. Oh, bien sûr. Je reviens toujours sur ça. Et combien d'établissements scolaires à Lomé, par exemple, sont clôturés pour protéger les élèves? Combien d'établissements scolaires vous trouvez à Lomé où les salles de classe sont modernes, propres, où ça ne dégage pas des odeurs pestilentielles? Effectivement. Où il y a des toilettes. C'est ce que j'allais dire. Où il y a des toilettes, des urinoirs. Où il y a des bibliothèques, où il y a des salles de professeurs. Mais nous avons des moyens, des richesses pour construire ces salles de classe-là. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Au moins ça. Ne serait-ce que ça. Pour bien éduquer nos enfants. Ne serait-ce que ça. Maintenant, il y a un phénomène qui se développe et qui symbolise toute l'anarchie qu'il y a dans le domaine scolaire. C'est qu'un individu se lève, une ONG se lève, une association se lève, et dit, ouais, je suis pro unir. Ils vont construire une salle de classe, ils badigeonnent en bleu. En bleu. Au Bénin, là, tous les établissements scolaires, c'est-à-dire publics, ont les mêmes couleurs.
Même si c'est un don de privé, c'est la couleur là C'est la couleur. qu'on met. Tous les établissements publics au Bénin ont les mêmes couleurs. Au Togo maintenant, la politique est rentrée dans l'éducation, où les gens vont faire des dons et ils badigeonnent en bleu-blanc. Symbole de unir. Et ils mettent même les panneaux qui disent que don de unir. Si vous faites un don à une localité, vous n'avez pas besoin de mettre la couleur de votre parti. Parce que si on doit faire ça comme ça, ça va être l'anarchie dans le pays. Parce que moi aussi qui crée mon petit particule, mon particule de 5 membres, je cherche un moyen, je viens construire une classe, je mets don de, je ne sais pas, parti, je ne sais pas quoi, on peut inventer un parti, on met une couleur bizarre. Et le pays n'a plus de repères. Comment se fait-il qu'on peut accepter des choses comme ça dans l'éducation? Maintenant, quand vous arrivez à l'intérieur du pays, les salles de classe dans la plupart des villages sont toujours en banco. Raison pour laquelle, quand il pleut, c'est les meilleures salles de classe. c'est les meilleures salles de classe. Ça. C'est les meilleures salles de classe. Là, dans ce village de Soutouba, les gens sont morts. Mais un mois avant, à Kérékouka, à Dapaon, il y a des orages qui ont enlevé des toits des villages, des salles de classe, tout ça. Et on a vu l'ampleur des dégâts. Dans ce pays-là, on vous dit que les gens sont des milliardaires. Dans ce pays-là, les gens ont amassé une fortune plus que l'État. Mais on n'a pas les moyens pour construire les salles de classe pour que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. J'ai un ami qui m'a dit, il a quitté les bancs depuis 20 ans, 25 ans, dans un village à Mouzoukope. Il est revenu, il a retrouvé son banc. Tel quel. Il a retrouvé son banc. La plupart des bancs qui sont dans certains, j'ai vu ça à Koumapé. J'ai vu un banc, j'ai vu dans une salle de classe à Koumapé, les bancs là, je pense que ça fait 30 ans déjà. Ça veut dire que celui qui est déjà a quitté cette école-là, il reviendra retrouver son banc. Et il retrouvera là où il était assis, exactement. Effectivement. Le gars est parti à Mouzoukope, là, il a retrouvé son banc, 25 ans après. Ça veut dire que dans cette localité, le temps s'est arrêté. Oh, oui. Le temps s'est arrêté. Rien n'a bougé. Ce n'est pas normal. Vous avez des gens qui sont dans la capitale, qui disent qu'ils sont milliardaires, qui ont volé l'argent de l'État. Vous allez dans leur localité. Ils n'ont pas été capables d'aider à améliorer les salles de classe, là où même ils ont commencé le primaire. Mais pendant la campagne, ils arrivent avec des t-shirts, avec les billets 9 000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Ils distribuent aux gens. Ils disent oui, votez seulement. Vous allez voir. Donc, c'est ça. Donc, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, qui est lui-même du système, et qui nous vante les mérites du système, face à ce chantier énorme, gigantesque, il a quelle solution? Il a la solution de la nature. Oh, oui. Dès que vous voyez la pluie venir, prenez la tangente. Oui, mais là, c'est spécifique. Ouais. Dès que vous voyez que le temps menace, nous sommes en 2021. Oui. Vous voyez ça? Le ministre dit, dès que vous voyez que le temps menace, prenez la tangente. Parce qu'au moins pour ça, il est sûr de ne pas avoir des morts sur la conscience. Effectivement. Ce n'est pas une solution, mais il est sûr de ne pas avoir des morts sur la conscience. Mais en fait, au 21e siècle, le ministre n'a fait que rappeler la pratique qui se fait. Parce que c'est lui-même dans le plateau. Dans le plateau. Mais quand la pluie s'annonce, vous rentrez. Aussitôt que l'orage s'annonce, vous rentrez à la maison. Donc ça veut dire qu'il n'a rien inventé. Bon, face à corps dépendant, il est parti prendre quelque chose qui existait, en fait, il a fait de le rappeler. Quand vous le faites, et tu promets, mais c'est ça dont on parle là. Dans le Sotobois, les gens ont voté 120% unis. C'est là où, c'est les localités où le nombre même de votants dépasse le nombre de votants. Et le parti au pouvoir a plus de pourcentage. On vote même 0%. Ça veut dire que même le représentant dans le bureau de vote de l'opposition, il ne vote pas pour l'opposition. Il n'est pas là. On vote à 107, 110, 120%. Sotobois, Pagouda, tout ça. C'est dans cette localité. C'est les Hautes-Gouets qui sont comme ça. Et ça. C'est le Haute-Gouet Togo. Et le plus classique du gouvernement aujourd'hui vient de là. Ouais, beaucoup aussi. Le ministre vous dit qu'il faut toutes les lois, qu'il fait prendre toutes les lois pour fermer. Et qui étouffe tout. Il vient de là. Il étouffe tout. Ouais. Même ceux qui circulent dans la rue, il étouffe tout. Chez lui, les gens n'ont même pas de toit. Mais moi, je dis, si vous voulez, si vous voulez martyriser les gens, au moins chez vous, semez le bonheur. Ouais. Au
moins chez vous garantissez le bonheur. Si vous n'aimez pas les C'est autres, que faites le bien. Faites le bien chez vous, le minimum. Parce que, mais, au moins quand on le voit, ça, on peut dire, bon, peut-être demain vous allez changer d'état d'esprit pour venir faire le bien ici. Faites le bien à ceux qui ont le même sang que vous, ceux qui sont de votre maison. Et pourtant, Joël, je veux rappeler quelque chose de fondamental. Et pourtant, des gens dans ce pays, ce sont des Togolais, ont mené ici ou apporté des projets de transformation de toutes nos écoles en écoles modernes. C'est-à-dire que j'ai vu la maquette, des projets où on va construire, on va moderniser les écoles. On va avoir des logements pour les enseignants, etc. Tout ça. On fait une modernisation. Les toits vont changer. On va, là où il n'y a pas d'espace, on prend les choses en hauteur, on consolide la base pour que les élèves puissent être vraiment. Mais les gens ont foutu ça en l'air parce que ceux qui ont apporté les projets, ils n'ont pas leur bénéfice dedans. Ils n'ont pas l'amour du bien et du beau. Voilà comment nous bloquons le développement de notre propre pays. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans... Vous savez qu'il y a un programme au niveau de l'éducation, ils disent qu'ils veulent faire des préfabriqués pour les écoles. C'est aussi votre business. Voilà, ils sont au courant. Ils comme ça. Qui veulent amener des préfabriqués pour les écoles. Pour quelle durée? Pour quelle vie? Préfabriqués pour combien de... Tout ça. Vous allez à Nangbeto, la cité de Nangbeto, une grande partie c'est des préfabriqués. C'est totalement en lambeau aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une durée de vie pour les préfabriqués. Pour des écoles qui sont appelées à faire 40 ans, 30 ans, vous amenez un projet comme ça, je pense que c'est des Turcs ou bien qui ont fait appel là pour faire des projets comme ça. Ça, c'est des projets bidons comme ça que vous verrez les gens apporter. Alors que nous sommes dans un pays où nous avons au moins 4 carrières de cimenterie. De cimenterie. Nous avons 4 carrières, mais 3 carrières de cimenterie. C'est-à-dire que nous avons du ciment pour construire les écoles. Nous produisons maintenant Kakogwe pour faire des fers. Nous avons du marbre qu'on peut utiliser pour orner certaines salles de classe. Voilà. Nous avons de l'argile. Nous avons des roches qu'on explose tous les jours pour faire le gravier. Nous avons tout le nécessaire pour construire des écoles. Des salles de classe. On n'a pas besoin d'aller chercher des préfabriqués ailleurs. C'est l'histoire des préfabriqués qui ont amené les types de RDC en prison pour les 100 jours de... Je ne sais pas, le directeur de cabinet de Caméré. Voilà, c'est ça. C'est la surfacturation de ce business-là qui a mené ce type en prison. Et les gens veulent faire ça ici. Alors que nous avons tout ce qu'il y a comme matériel localement pour mettre notre pays au travail. Je reviens sur le génie militaire. Si nous avons de la vision pour notre pays, le génie militaire qui est dans le génie militaire, on doit les former, on doit les emmener à travailler pour, je ne sais pas ce qu'on appelle, pour les trucs d'utilité publique. Les militaires aujourd'hui peuvent être ceux qui vont construire les écoles. C'est ça la mission du génie militaire. Les Ghanéens le font. Alors nous, notre génie militaire fait quoi? Ils doivent construire les écoles. Ils doivent construire les écoles à partir des matériels locaux. Et même, on peut amener les citoyens à faire, je ne sais pas comment, un service national pendant les vacances. On peut aller aider les militaires à construire les écoles comme les jeunes le font avec les blancs qui viennent. On va faire une vision. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, ça ne me gênerait pas, de peut-être 2 semaines pour aller aider par exemple sur un chantier des militaires à transporter les briques, à aligner les briques, tout ça, les briques stabilisées pour construire les écoles modernes. C'est pour le bien de mon pays. Si je sais que c'est pour le bien de mon pays, je le ferai. Et tous les Togolais le feront. En 10 ans, on va régler les problèmes de salles de classe, on va régler les problèmes de centres de santé, on va régler les problèmes de ne sais pas, d'infrastructures publiques. Mais si nous laissons tout ça, parce que nous ne voulons pas mettre notre peuple au travail, et à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, alors qu'on a le matériel ici, on dit on va aller chercher les préfabriqués en Turquie. Et pour la Chine. Parce qu'il y a un réseau qui veut avoir de l'argent et on débloque des milliards. C'est ça le crime que les Africains commettent contre eux-mêmes. Après, il y a certains qui disent oui, tout ça, c'est le blanc qui est fautif, nous, on n'a aucune responsabilité. C'est ça le problème. Donc, le ministre, c'est vrai que sa décision paraît vraiment... Moi, je dirais expéditive. Ça n'apporte aucune solution. C'est pas expéditive, c'est-à-dire que c'est symptomatique même de l'état de délabrement même des infrastructures scolaires. C'est ce qu'il faut retenir de la note du ministre. Mais en même temps, c'est le palliatif qu'il a. C'est le palliatif qu'il a. Et c'est eux qui viennent sur les médias qui disent que le pays avance. C'est le Congo, entre la pluie et la vie des enfants, il dit bon, dès que vous voyez la pluie là,
courez. Oui, mais c'est la solution qu'on a pu appliquer au village. Bon, ben, donc le ministre, dans les conditions dans lesquelles, et bizarrement, c'est dans cette même condition que lui-même l'a fréquenté. Il revient aujourd'hui ministre, la situation est telle. Et puis, toujours les établissements se font. Avant ça, on se formait pas. Et pire. Et pire. Oui, mais vous rentrez parce que l'école qui est sur la classe. Merci. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Joël, les gars, votre mot de fin pour clôturer. Non, mais c'est interpeller encore une fois ceux qui me dirigent, quelle que soit la haine, quelle que soit l'envie hégémonique qu'ils cultivent, quel que soit le complexe qui anime qui que ce soit, il faut toujours laisser une petite place au bien. Il faut aimer faire du bien, faire le beau. Parce qu'au moins ça, Dieu peut vous trouver indulgence. Le créateur du ciel et de la terre peut vous trouver indulgence. Hein? Et moi je crois que c'est mon mot de faire. Et contrairement, comme Ferdinand le dit, quand faut pas qu'on dise que nous sommes sévères, parce que la sévérité, le parent qui est sévère, l'ami qui est sévère envers toi, c'est parce qu'il veut que tu changes dans l'intérêt de vous tous. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant contre toi. Donc là, et raison pour laquelle la critique n'est pas source de regret, mais d'évolution, de perfectionnement. Et donc, l'autre journal, c'est ce à quoi nous nous appliquons. Bon, si nous utilisons des mots des fois qui frustrent les gens, etc., mais celui qui veut forcément t'amener à changer, entre 2-3 mots, il te blesse, tu trouves qu'il exagère, mais l'intention n'est pas du tout de brusquer qui que ce soit. Il faut qu'on fasse tout pour que les Togolais ne soient pas chaque fois, ne soient pas portés à s'aligner, par exemple, devant le service des passeports, comme on a connu l'année dernière, et de nationalité, pour sortir du pays. Même si ça profite à certains. Même si dans le cynisme d'autres, eux, toute la compétence qu'ils ont, c'est la nuisance. C'est vous décourager, c'est vous empêcher, vous pousser à sortir. Quand très souvent nous sortons de ce plateau, petit, faites attention à vous, hein. Faites attention, Joël et Ferdinand là, faites attention, vous avez le courage que vous avez, etc. Mais on va pas tous croiser les bras et voir le pays, et voir le pays sombrer. Et voir le pays dans le délitement total, c'est-à-dire que les valeurs périclitées jusqu'à... Je reviens encore sur ce que nous avons vu, là, enfin ce qui m'a été rapporté hier, qui est la scène qui a été servie sur les réseaux sociaux, où l'autorité que nous sommes censés respecter, les noms circulent. Il y a le truc des clashs entre les... Des clashs entre deux acteurs des plus... Excusez-moi. Des plus... Comment je vais qualifier? Je ne sais pas. Oui, c'est quand même... Je sais pas, c'est quand même... Je ne trouve pas le mot, mais c'est quand même extrêmement grave que les clashs, que ce soit, disons, des jeunes proches de Uni, chanteurs, comédiens, je ne sais pas quoi, chanteurs, comédiens, promoteurs culturels, promoteurs de tout le bis. Ce week-end du 5 au 6 juin là, que dans les clashs là, on entend les noms des dirigeants. On a voulu acheter le parfum à Madame Dogbé. À Madame Dogbé. Parce qu'elle aime le beau. Elle aime se maquiller. Elle aime se maquiller. Qu'est-ce que les dirigeants... Le chef de l'État fait ceci. Quel général est un ami personnel. Qu'est-ce que les dirigeants d'un pays ont à fréquenter ces jeunes-là, qui viennent aujourd'hui étaler dans leur guerre les noms des autorités sur la place publique? Si vous ne leur avez pas ouvert les portes, s'il n'y a pas une intimité ou une proximité que vous avez créée avec ces gens-là, qui ne sont pas des modèles pour la société, parce que ils sont tous dans des affaires pourries, dans des trucs comme les gens ont dénoncé. Non, mais tout ce qui est dit. Voilà. Et donc, c'est comme on dit, je sais pas, que j'ai pas envie de dire que ils sont des oiseaux de même plumage, mais ça ne s'entend pas bien de dire que les dirigeants sont dans des réseaux avec ces gens-là. Ils sont dans des petites choses. Dans des petites choses avec ces gens-là. Dans des divers. Ils sont dans des divers. C'est pas possible. Des difficultés. En suivant cette directe-là, c'est la seule leçon que... C'est ce qui choque dans ce qu'ils font. Tout le reste là, entre eux là, c'est leur problème. Qui a couché avec telle fille, qui a saboté qui... Mais c'est le nom
des premiers responsables du pays qui reviennent de façon récurrente dans cette boue-là, qui est surprenant. Mais Ferdinand, cela suffit que le SCRIC ou bien DPJ peut service et qu'on ramasse ces gens. Oui. Au lieu de mettre des gens qui sont venus avec leur famille pour des histoires de tâches qu'on a connu pire. C'est la Christelle que les gens se promènent avec des armes et des gros bras. Mais ils ont trouvé des armes où? Mais c'est pas possible. Donc moi, mon mot de fin, je l'adresse à Foy Nassibé. Parce que j'ai fait un reportage la dernière fois à Fagnan et au retour, je suis passé interroger le maire, monsieur Victor Djogossi. Je crois, l'ancien directeur technique d'architecture, quelqu'un qui fait beaucoup de choses là-bas. Et le maire lui a dit des choses qui, personnellement, m'ont choqué. C'est vrai qu'il n'a pas voulu trop s'étaler, mais le maire dit par exemple que depuis 2 ans qu'ils sont là, il y a un comptable qui est là-bas, qui a été nommé par le Trésor, et on leur a donné 2 millions de francs pour le budget, pour leur budget d'investissement. Le comptable, qui est censé être sous le maire, a bloqué les 2 millions depuis 1 an. Et le comptable refuse de débloquer l'argent. Mais le comptable, qui vient d'être admis à la retraite, il mène la belle vie à Fagnan. C'est quoi ça? Il vit comme il veut, il mange comme il veut, il boit comme il veut, mais il bloque le développement d'Afagnan. La secrétaire générale, que le ministère de l'administration territoriale a nommé, bloque le maire dans l'exercice de ses fonctions. C'est sa mission. C'est en cela qu'on envoie les secrétaires généraux dans les... Je ne veux pas rentrer dans les considérations un peu délicates de l'origine des gens. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais je voudrais fondamentalement interpeller Foy Nassibé en disant, si vous voulez développer le Togo, si vous avez une vision pour ce pays, libérer les énergies, ce n'est pas normal qu'une localité dans laquelle lui-même il est né, qui est sa ville natale, c'est ça non? Il n'y a pas de route qui amène les gens là-bas. Pour lui-même, c'est pas bon. C'est là où tu es né. Ça veut dire que c'est parce qu'Afagnan avait l'hôpital de référence que sa mère a quitté Lomé pour aller accoucher là-bas. Oui, bien sûr. Normalement, ne serait-ce que pour ça, autant sa mère que lui-même, il devait s'investir, non seulement pour agrandir cet hôpital-là, l'équiper, mais faire la route qui mène dans cette zone-là, pour que l'homme non soit encore plus, je ne sais pas, parce que c'est là où il est né. Plus acceptable. Ce n'est pas normal. Donc j'ai fait ce parcours-là jusqu'au Bénin. Et de l'autre côté au Bénin, on a vu comment est-ce que les rues d'un village à Tiémé. Il faut dire, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, c'est le jour et la nuit. Il faut que tu franchis. Le pont, ça fait à peine 200, 300 mètres. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, de l'autre côté, les 200-300 mètres, c'est le jour et la nuit. Tout est goudronné, électrifié, tout. Le village à Tiémé là, tout est électrifié. Tout est goudronné. Il y a même les trottoirs, on a mis les pavés. Mais quand vous revenez au Togo, vous avez à Gomegrozo, poussière. C'est comme vous êtes dans une ville minière. Quand on exploite, la poussière reverse sur le village. Voilà. Poussière partout. Donc, vous imaginez les maladies. Vous arrivez maintenant à Fagnan, c'est la catastrophe. Et donc, je pense que d'abord, il faut permettre à ce maire-là, même s'il est de l'opposition, parce que c'est un monsieur qui est dans le développement depuis, il faut libérer ce maire-là, parce que ce maire travaille, pour que le peu qu'il puisse faire pour sa localité, il puisse le faire, plutôt que d'envoyer des gens qui ne sont pas de cette localité. Vous voyez la méchanceté, qui ne sont pas originaires de la localité, mais dont la mission est de nuire au fils de la localité en bloquant le maire dans l'exercice de ses activités, de sa mission. Ce n'est pas normal. On ne peut pas être aussi méchants les uns envers les autres dans ce pays comme ça. Et il faut, par extension, revoir la route amenant à Fagnan. Si on ne peut pas aller à Gomegrozo, au moins il faut amener la route à l'hôpital. Parce que tous ceux qui sont malades dans la zone de Tabligo, et même depuis Thiévier et Vaughan, tout ça, quand il y a des complications, on dit à Fagnan. Quand il y a des complications, on dit à Fagnan. Parce qu'on sait que les prêtres, les religieux italiens ont fait de cet hôpital une référence dans la localité. Et donc vous ne pouvez pas abandonner la route 8 km
qui débouche sur la ville dans cet état aussi piteux. 9 plus précisément, parce qu'ils vont faire 8 et laisser le 1. Il faut préciser, ça fait 9 km. Oui, pour aller à Fania, sinon, que pour continuer jusqu'à aller un peu à droite, puis comme oui, on a sur ce truc-là, vous avez une quinzaine de kilomètres. Il faut le faire. C'est beaucoup de gueule, quoi, parce que M. Fognazzi m'a fêté son anniversaire hier, c'est ça, non? Oui. Et c'est là-bas qu'il est né. Et il faut qu'il jette un regard sur l'endroit où tu es né pour au moins faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, parce que, excuse-moi, quand on fait la route d'Afania, ça résout également un problème de dessert, un problème d'acheminement des récoltes, parce que c'est à Afania que les tomates sont le plus pourries. C'est-à-dire que les villageois les laissent même au champ. Ils laissent les récoltes au champ, la récolte pourrie parce que il n'y a pas de pneu, mais il n'y a pas de difficulté d'accès. On nous a dit que ça a été une promesse de campagne qu'on allait faire la route. Elle n'a pas été faite. Donc moi, c'est là un je me substitue aux populations pour porter leur voix. Et j'espère qu'il va avoir un déclic et qu'il n'y aura pas une autre promesse à la veille de 2025 pour dire bon, votez pour moi et en 2030 je vais faire la route. Non, c'est-à-dire que il faut vraiment faire quelque chose. Et je n'ai pas l'habitude de faire ces interpellations directes, mais en allant dans la localité, j'ai eu tellement mal en voyant comment les gens souffrent. Et quand il pleut, comment les gens ont toutes les difficultés. Et devant même l'hôpital, les trous qu'il y a devant l'hôpital, les trous partout qu'il y a devant l'hôpital, ça fait très mal qu'on dise qu'une grande personnalité est née dans cet hôpital. Ça fait du mal de montrer du doigt cet hôpital. C'est comme Jésus revient sur terre, il va à Bethléem là. Il va à Bethléem. Merci beaucoup, messieurs. Merci Ferdinand d'être passé dans l'émission. C'est le travail citoyen, on le fait, on rigole autour. Bon, c'est pas, comme je vais le dire, c'est pas méchant quoi. C'est-à-dire que nous aussi on s'est donné pour mission de faire ça, pour attirer l'attention de ceux qui gouvernent ce pays, de faire mieux. C'est-à-dire que quand vous êtes par exemple un enseignant, vous voyez que l'élève a les qualités, vous les citez à faire mieux quoi. Donc s'ils peuvent faire mieux, bon c'est pour le bien de tous quoi. Aujourd'hui par exemple ils sont en train de faire la route d'Haïti comme tout le monde salue ça. Réclamé une fois. Oui, il y a quelqu'un qui a réclamé qu'on continue avec CB. Pour tout le monde salue ça. Tout le monde salue ça. Mais bon, au moins il est bon. Je crois qu'on Ferdinand l'a dit, peut-être c'est la part du colibri que nous sommes en train de faire. Oui, exactement. Elle est minime, elle est infime, mais ça peut permettre à ce qu'on éteint ce feu-là qui est en train de consumer notre nation. Mais tant mieux, pour vous qu'ils entendent. Ouais. D'ailleurs, bon, qui aime bien, châtie bien, et ça. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Merci à toi aussi, Joël, les gars. Merci pour ta disponibilité à toujours venir dans cette émission quand nous t'invitons. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci aux internautes et tous ceux qui réclament des émissions, des débats en EV. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Dans les prochains jours, nous allons y arriver. Je pense que les gens font de plus en plus la demande. Il faut dire déjà, il y a un problème de disponibilité. Déjà, l'autre journal que nous faisons, ça nous épuise énormément. Aujourd'hui, nous sommes par exemple lundi, nous bouclons par exemple l'alternative et nous faisons en même temps l'autre journal. C'est beaucoup de travail. Joël doit boucler après demain ou bien demain et fraternité, c'est beaucoup de travail. Quand vous bouclez un journal, vous commencez par travailler 2 jours avant. Parce qu'il faut rédiger les articles, il faut les lire, il faut les corriger, il faut les soumettre à l'autocritique et tout ça. Et déjà, l'émission, comment je dis ça, le dispositif ici, tout ça, on bricole plus ou moins. Et ça nous prend un peu de temps. Et puis après, quand on enregistre, il faut traiter. Il faut traiter, il faut faire la mise en ligne après. Et donc, ce sont des propositions qui sont les bienvenues. Mais on ne veut pas se surcharger. Parce que à vouloir tout faire en même temps, on finit par mal faire. Pour le moment, on continue en français. Tous les Togolais comprennent français. Et s'il y a une nécessité d'agrandir l'équipe pour que d'autres viennent prendre le relais et faire dans une langue locale, on verra. Parce que dès qu'on va commencer en Evé ou Mina, on va dire, bon, il faut qu'on fasse en Kabylie, il faut qu'on fasse en Ante. Et finalement, ça va prendre tellement que, bon, toutes les langues finiront par passer. Et donc, on va se concentrer sur le côté français de la chose jusqu'à un niveau donné. Et puis, on verra si, entre-temps,
entre 2 ou 3 émissions, on peut glisser une langue locale, quoi. Bon, voilà. Mais il faut comprendre que ça nous fait énormément travailler. Ça nous mobilise beaucoup de temps. Et depuis, par exemple, 3 heures ou 4 heures, on est ici, on est en train de débattre. Voilà. Donc, ça nous mobilise beaucoup de temps et d'énergie. Mais tout ça, c'est ce que nous faisons pour le bonheur de ceux qui nous écoutent. C'est ce que nous apportons aussi pour que notre pays... Oui, mais moi, je voudrais lancer un appel à ceux qui veulent bien accompagner l'émission parce que c'est pas, ce n'est pas évident. Le plateau, il faut le relooker. Et maintenant, on fait aussi les reportages. On commence par aller à l'intérieur, faire les reportages. Et les gens nous sollicitent. Tu sais, Joël, depuis quelques jours, les gens disent il faut venir à Dani pour filmer les routes. Il faut venir ici pour filmer les routes. Il faut aller par ici pour filmer les routes. J'ai promis que, bon, autant que est possible, on ira jusqu'à Dapaon. Mais on ne va pas tout faire à la fois. Parce que quand on sort aussi, c'est des risques que nous prenons. C'est des risques que nous prenons. C'est des trucs. J'ai vu des gens qui ont fait des commentaires, ils font attention. Tu vois, tu ne peux plus faire ça. Je dis, mais non, on fait ce qu'on peut faire pour notre pays. Mais bon, maintenant, quand tout le monde va nous solliciter, il y a la logistique, il y a tout ça, il faut se déplacer avec les voitures, il faut mettre le carburant et tout ça. Mais c'est un travail qu'on fait et on va le faire doucement. Et chacun sera servi. On va filmer les bonnes routes comme on va filmer les mauvaises. On n'est pas là seulement pour filmer ce qui est mauvais. On vient de parler de la route d'Ajido-Gomé. On va mettre une caméra sur la route d'Ajido-Gomé. Et puis on va montrer un peu l'incivisme qui se développe déjà sur cette route-là. Comment les motos, on conduit n'importe comment, il y a des accidents. Alors que c'est une route qui est en train d'être faite là. Il faut mettre des garde-fous. Tu vois, on va filmer ça. Et on n'est pas là que seulement pour montrer ce qui est... Non, on fera les deux à la fois, mais attirer toujours l'attention des autorités sur ce qu'il faut faire de mieux. Parce que c'est là où il y a le manquant qu'il faut relever beaucoup plus pour que, bon, on puisse améliorer les conditions de circulation des gens, quoi. C'est le plus important. Donc, ceux qui nous sollicitent à Sokolé, Dankpen, et Oti, je ne sais pas quoi, 6e continent, on arrivera un jour, si Dieu le permet. Donc, merci beaucoup. Merci au technicien principal Makazangba, à Harry Bassakbo. Merci à tout le monde et à la prochaine.